Dans cette série, je vais m'efforcer de résumer du mieux de mes capacités le cours de Michel Foucault fait en 1979 au Collège de France et intitulé Naissance de la biopolitique. Dans ce cours, Michel Foucault va principalement parler de libéralisme et de néolibéralisme, et s'intéresse à montrer en quoi ces idéologies sont en fait des instruments critiques de la notion d'État. Car comme le dit Geoffroy de la Gannerie dans son essai Néolibéralisme, théorie politique et pensée critique, qui commente ce cours de Michel Foucault, nous sommes tellement habitués à considérer le néolibéralisme comme un système hégémonique, comme l'incarnation contemporaine de la forme de gouvernementalité contre laquelle il faudrait forger des instruments de résistance, que l'associer aux luttes, aux pratiques de la sédition et de l'émancipation heurte nécessairement au premier abord nos catégories de perception. Et pourtant, il est frappant de constater que le thème de la critique, de la rétivité, hante la réflexion de Michel Foucault sur la tradition néolibérale. L'une des affirmations peut-être les plus troublantes de naissance de la biopolitique est en effet qu'il y a quelque chose de libérateur qui s'élabore à travers le néolibéralisme. Dans le premier podcast de cette série, on a vu que l'importance du libéralisme avait été de poser la question de l'utilité de la pratique gouvernementale. L'économie politique permet l'émergence des mouvements libéraux et de la volonté de surveiller l'État par le marché. Dans le podcast suivant, on a vu que les ordres libéraux allemands avaient inversé la pensée libérale en souhaitant alors que le rôle de l'État soit de surveiller les marchés. Dans cet épisode, on va voir les différences entre le libéralisme et le néolibéralisme. D'après Michel Foucault, quand on parle de néolibéralisme de manière contemporaine, c'est-à-dire la fin des années 70, on obtient trois types de réactions. Économiquement, le néolibéralisme n'est que la réactivation de vieilles théories économiques déjà utilisées par le passé. Sociologiquement, le néolibéralisme, c'est l'instauration dans la société de rapports strictement marchands. Politiquement, c'est l'intervention insidieuse et généralisée de l'État dans la sphère publique, surtout en termes d'administration. Le néolibéralisme ne serait donc que la même chose que le libéralisme, essayé les siècles passés, mais en pire. Ces trois types de réponses, vous voyez bien qu'elles font apparaître le néolibéralisme comme n'étant finalement rien du tout, ou en tout cas rien d'autre que toujours la même chose, et toujours la même chose en pire. C'est-à-dire, c'est Adam Smith à peine réactivé. Deuxièmement, c'est la société marchande elle-même qui avait décrit et dénoncé le libre lin du capital. Troisièmement, c'est la généralisation du pouvoir d'État, c'est-à-dire c'est Solzhenitsyn à l'échelle planétaire. Or, Michel Foucault pense que le néolibéralisme, c'est tout autre chose. Il ne faut pas caractériser le néolibéralisme contemporain à l'aide d'analyses historiques purement et simplement transposées. Le néolibéralisme a pour objectif de savoir comment il est possible de réglementer l'exercice global du pouvoir politique sur les principes de l'économie de marché. Les néolibéraux ont alors fait subir au libéralisme classique un certain nombre de transformations, car ils ne veulent pas d'une économie de marché de type laisser-faire, mais plutôt une économie de marché surveillée, avec des interventions permanentes. Cette transformation apparaît clairement dans la plupart des textes des néolibéraux, et en particulier dans le transcript du colloque Walter Lippmann, colloque qui avait réuni en France en 1938 économistes, journalistes et intellectuels à la suite de la traduction du livre La Cité libre de Lippmann. C'est lors de ce colloque qu'est proposé le nom néolibéralisme, pour ce qui sera le libéralisme interventionniste. Pour résumer cette transformation, je vais citer quelques exemples de phrases prononcées par les membres de ce colloque après ce dernier. Pour Robke, un économiste allemand, la liberté du marché nécessite une politique active et extrêmement vigilante. Pour Eucken, un autre économiste allemand, l'État est responsable du résultat de l'activité économique. Pour Franz Bohm, économiste et politique allemand, l'État doit dominer le devenir économique. Et pour Miksch, encore un économiste allemand, il se peut bien que dans cette politique libérale, le nombre des interventions économiques soit aussi grand que dans une politique planificatrice. Mais c'est leur nature qui est différente. Ce sont des formules que ni le libéralisme classique du 19e siècle, ni l'anarcho-capitalisme américain contemporain ne peuvent accepter. Pour les néolibéraux, la position libérale des siècles précédents, qui est d'estimer quelles mesures peuvent ou ne peuvent pas être faites vis-à-vis de l'économie, est une position naïve. Pour eux, la question est simplement de savoir comment on y touche. Le néolibéralisme s'oppose alors au libéralisme sur plusieurs points. Tout d'abord, l'attitude à l'égard des monopoles. Dans la conception classique de l'économie, le monopole est une conséquence mi-naturelle, mi-nécessaire de la concurrence en régime capitaliste. Il se développe à cause de la concurrence. Or, pour les néolibéraux, selon Michel Foucault, les monopoles ne sont pas une conséquence de la concurrence, mais de l'intervention étatique, surtout par sa protection des dits monopoles. C'est l'accord de privilèges par l'État à certaines corporations. C'est également un problème juridique et non économique, puisque les phénomènes monopolistiques sont engendrés, ou tout du moins facilités par les héritages, le droit des sociétés par action, ou encore le problème des droits des brevets.
C'est également un problème politique où le protectionnisme douanier ne peut que faciliter et être efficace dans la mesure où sont créés des cartels ou des monopoles capables de contrôler la production nationale, la vente à l'étranger, le niveau des prix, etc. Enfin, le monopole, selon von Mises, n'est pas dérangeant parce qu'il n'y aurait qu'un seul producteur. Il ne peut être dérangeant que par son impact sur les prix. Mais dans un système concurrentiel et non protégé par l'État, augmenter les prix d'un monopole privé revient à s'exposer à l'apparition d'un phénomène concurrentiel qui profitera de ces prix abusifs du dit monopole. Par conséquent, si un monopole veut conserver son pouvoir monopolistique, eh bien, il devra appliquer non pas le prix de monopole, mais un prix identique ou en tout cas proche au prix de concurrence. C'est-à-dire qu'il fera tout comme s'il y a concurrence. Et à ce moment-là, il ne dérègle pas le marché, il ne dérègle pas les mécanismes économiques, et le monopole, eh bien, ça n'a pas d'importance. En pratiquant cette politique comme si concurrentielle, le monopole fait jouer cette structure qui est si importante et qui est le phénomène déterminant dans la concurrence, et dans cette mesure-là, ce n'est pas pertinent au fond de savoir s'il y a ou non un monopole. Le deuxième point important du programme néolibéral, c'est les interventions de l'État, régulatrices d'un côté et ordonnatrices de l'autre. Intervenir sur les conditions du marché, ça voudra dire, eh bien, selon même la rigueur de l'idée kantienne de régulation, ça voudra dire repérer, admettre et laisser jouer, mais pour les favoriser et pour les pousser en quelque sorte à la limite et à la plénitude de leur réalité, les trois tendances qui sont caractéristiques fondamentales dans tout marché, à savoir tendance à la réduction des coûts, deuxièmement, tendance à la réduction du profit d'entreprise, et enfin, tendance provisoire, ponctuelle, à des augmentations de profit, soit par une réduction décisive et massive des coûts, soit par une amélioration de la productivité. Ce sont ces trois tendances que la régulation de marché, que l'action régulatrice doit reprendre en compte dans la mesure où ce sont les tendances mêmes de la régulation de marché. Mais ces actions de régulation ne sont pas celles employées par la planification. Pas de fixation des prix, pas de soutien à un secteur de marché, pas de création systématique d'emplois ni investissement public. Ce sera plutôt par la politique du crédit ou par la diminution de la fiscalité. La stabilité des prix est le paramètre le plus important. Les prix ne peuvent pas et ne doivent pas avoir de tendance à la hausse sur des temps longs, mais uniquement à la baisse. Le chômage n'est donc pas un problème capital pour les néolibéraux, car ils considèrent le chômeur avant tout comme un travailleur en transit entre une activité non rentable et une activité plus rentable. Le troisième aspect du programme néolibéral, ce qui le différencie de l'économie du bien-être, c'est sa politique sociale. Dans une économie du bien-être, la politique sociale a pour objectif un relatif réajustement, une relative redistribution pour que les biens consommables soient accessibles à tous. Elle est conçue comme un contrepoids aux tendances que les processus économiques ont à induire des inégalités dont les effets peuvent être destructeurs sur la société. Il faut des transferts d'éléments de revenus comme les allocations, et plus la croissance est forte, plus cette politique sociale doit être active, intense et généreuse. Ce qui est contraire à la pensée ordolibérale du XXe siècle. Or, disent les ordolibéraux, une politique sociale, si elle veut réellement s'intégrer à une politique économique, et si elle ne veut pas être destructrice par rapport à cette politique économique, eh bien, elle ne peut pas lui servir de contrepoids. Et elle ne doit pas être définie comme ce qui compensera les effets des processus économiques. Pour les ordolibéraux, une politique sociale ne peut pas se fixer pour objectif l'égalité. La seule chose qu'elle pourrait faire, c'est prélever sur les revenus les plus élevés une part qui serait destinée à la surconsommation pour la transférer à ceux qui, soit par handicap définitif ou pour des raisons de problèmes passagers, sont dans un état de sous-consommation. Il s'agit simplement d'assurer, en gros, non pas du tout le maintien d'un pouvoir d'achat, mais un minimum vital pour ceux qui, à titre définitif ou passager, ne pourraient pas assurer leur propre existence. L'assurance contre les risques ne doit pas se faire par socialisation, mais par privatisation, avec des relais collectifs comme les mutuelles ou les assurances. Les Allemands appellent ça la politique sociale individuelle, par opposition aux politiques sociales socialistes. Tout cela amène à la conclusion que seule la croissance économique sera salvatrice. Elle seule permettra à tous les individus d'avoir accès à ces assurances individuelles, à la propriété, à une capitalisation individuelle ou familiale, à même de minimiser les risques et aléas de la vie.
l'idée d'une privatisation des mécanismes d'assurance, l'idée en tout cas que c'est un individu, par l'ensemble des réserves dont il va pouvoir disposer, soit à titre purement individuel, soit par le relais de mutuelles, etc., cet objectif-là est tout de même celui que vous voyez à l'œuvre dans les politiques néolibérales telles que celles que nous connaissons actuellement en France. C'est ça la ligne de temps. La politique sociale privatise. Pour les néolibéraux contemporains, l'intervention gouvernementale n'est pas moins importante, ni moins fréquente que dans un autre système. Son champ d'application s'inscrit par contre dans le cadre d'intervention favorisant à chaque instant les mécanismes concurrentiels pour que ces derniers puissent jouer le rôle de régulateurs. Ce n'est donc pas un gouvernement économique comme le voulaient les physiocrates, mais un gouvernement de société, une sorte de libéralisme sociologique. Lorsque Chaban, en 1969-70, proposera une politique économique et sociale, il la présentera comme un projet de société, c'est-à-dire qu'il fera bien exactement de la société la cible et l'objectif de la pratique gouvernementale. On sera à ce moment-là passé d'un système, disons en gros, de type keynésien qui avait plus ou moins traîné encore un peu plus pauliste, à un nouvel art de gouverner, celui qui sera effectivement repris par Giscard. L'objectif de ce gouvernement sociologique, c'est bien sûr d'assurer que le marché soit possible. Mais ce n'est pas la société marchande qui est en jeu dans ce nouvel art de gouverner. Ce que cet art de gouverner cherche à obtenir, c'est davantage une société soumise à la dynamique concurrentielle qu'une société soumise aux échanges de marchandises. Par conséquent, s'il y a bien quelque chose comme un retour dans la politique néolibérale, ce n'est certainement pas le retour à une pratique gouvernementale du laisser-faire. Ce n'est certainement pas à une société marchande comme celle que Marx dénonçait au début du problème du capital. Ce vers quoi on essaie de revenir, c'est à une sorte d'éthique sociale de l'entreprise dont Weber, Zombach, Schumpeter avaient essayé de faire l'histoire politique, culturelle, économique, etc. Pour Michel Foucault, les néolibéraux allemands de la moitié du XXe siècle souhaitent constituer une trame sociale dans laquelle les unités de base, c'est-à-dire la propriété privée, la maison individuelle, les communautés de voisinage, ont une forme d'entreprise et se démultiplieraient à l'intérieur du corps social. Pour lui, c'est l'enjeu théorique de la politique néolibérale. Ainsi, les critiques du néolibéralisme, qui voient cet art de gouverner comme impliquant une société uniformisante, de masse, de consommation et de spectacle, se trompent. Il s'agit au contraire d'obtenir une société non pas indexée sur la marchandise et sur l'uniformité de la marchandise, mais sur la multiplicité et la différenciation des entreprises. Ce qui amène le problème des conflits et arbitrages entre ces différentes entreprises qui doivent être résolus par des institutions judiciaires. Société d'entreprise et société judiciaire, société indexée à l'entreprise et société encadrée par une multiplicité d'institutions judiciaires, ce sont les deux faces d'un même phénomène. Les ordolibéraux sont donc des interventionnistes socialement, mais cette politique sociale n'a pas pour but de compenser les effets indésirables, voire destructeurs, que la liberté économique peut avoir sur la société. Elle a pour but de favoriser l'économie de marché en créant les conditions les plus parfaites possibles pour que la régulation que le marché concurrentiel doit assurer puisse se faire correctement. Michel Foucault revient sur l'influence du colloque Lippmann qui réunit des libéraux traditionnels, des gens de l'ordolibéralisme allemand et des gens comme Hayek ou von Mises qui seront les intermédiaires entre l'ordolibéralisme allemand et le néolibéralisme américain qui donnera par la suite l'anarcho-capitalisme de l'école de Chicago représenté par Milton Friedman et Murray Rothbard. C'est Louis Rougier, économiste et épistémologue français, qui organisa ce colloque et se chargea de la première conférence où la question juridique d'un nouveau libéralisme pose problème. Et voici ce qu'il dit à propos justement du problème juridique. Il dit que le régime libéral n'est pas seulement le résultat d'un ordre naturel spontané, comme le déclaraient au XVIIIe siècle les nombreux auteurs des codes de la nature. Il est aussi le résultat d'un ordre légal qui suppose un interventionnisme juridique de l'État. La vie économique se déroule en effet dans un cadre juridique qui fixe le régime de la propriété, des contrats, des brevets d'invention, de la faillite, le statut des associations professionnelles et des sociétés commerciales, la monnaie et la banque,
Toutes choses qui ne sont pas des données de la nature, comme les lois de l'équilibre économique, mais des créations contingentes du législateur. Il n'y a dès lors aucune raison de supposer que les institutions légales, historiquement existantes à l'heure actuelle, soient, d'une façon définitive et permanente, les mieux appropriées à la sauvegarde de la liberté des transactions. La question du cadre légal le mieux approprié au fonctionnement le plus souple, le plus efficace, le plus loyal du marché a été négligée par les économistes classiques et mériterait de faire l'objet d'un centre international d'études pour la rénovation du libéralisme. Être libéral, ce n'est donc nullement être conservateur dans le sens du maintien des privilèges de fait résultant de la législation passée, c'est au contraire être essentiellement progressif, dans le sens d'une perpétuelle adaptation de l'ordre légal aux découvertes scientifiques, au progrès de l'organisation et de la technique économique, au changement de structure de la société, aux exigences de la conscience contemporaine. Être libéral, ce n'est pas comme le manchestérien, laisser les voitures circuler dans tous les sens suivant leur bon plaisir, d'où résulteraient des encombrements et des accidents incessants. Ce n'est pas comme le planiste. Fixer à chaque voiture son heure de sortie et son itinéraire, c'est imposer un code de la route, tout en admettant qu'il n'est pas forcément le même au temps des transports accélérés qu'au temps des diligences. Nous saisissons aujourd'hui mieux que les grands classiques. En quoi consiste une économie vraiment libérale? C'est une économie soumise à un double arbitrage, à l'arbitrage spontané des consommateurs, qui départagent les biens et les services qui leur sont offerts sur le marché au gré de leur convenance par le plébiscite des prix, et d'autre part, à l'arbitrage concerté de l'État qui assure la liberté, la loyauté et l'efficience du marché. Pour Rougier, on voit que l'activité économique doit être d'entrée de jeu comprise comme un ensemble d'activités comportant des règles. Pour lui, il n'y a pas de cadre économique propre, seulement un cadre économico-juridique qui constitue au final le système. Car le système n'est finalement qu'un ensemble complexe qui comprend bien entendu des processus économiques, mais qui ne peuvent exister que dans la mesure où un cadre institutionnel permet cette possibilité. Historiquement, cela veut dire que la réalité proprement et simplement économique du capitalisme, du capital et de son accumulation, n'a jamais existé en tant que telle à un moment donné de l'histoire, mais c'est toujours inscrit dans une modification du système juridique précédent. Après tout, le capitalisme, il n'a pas été un processus d'en dessous qui a bousculé, par exemple, le droit d'aînesse. En fait, on ne peut comprendre la figure historique du capitalisme que si on tient compte du rôle qu'a joué effectivement, par exemple, le droit d'aînesse dans sa formation et dans sa genèse. L'histoire du capitalisme ne peut être qu'une histoire économico-institutionnelle. Cela explique le problème des ordo-libéraux qui ont cherché à démontrer qu'il n'y a pas un capitalisme, contrairement à ce que prétend l'analyse marxiste, mais des capitalismes, plus ou moins entravés ou libérés par les institutions juridiques. Ils ont donc cherché à montrer tout d'abord que la logique proprement économique du capitalisme, c'est-à-dire la logique du marché concurrentiel, était possible et n'amenait pas par construction à la situation de monopole. Puis ils ont dû essayer d'expliquer qu'il était possible, en inventant de nouveaux fonctionnements institutionnels, de dépasser les effets incorrectement attribués au capitalisme, qui pour eux sont à imputer au système économico-juridique. Voilà un aspect, je crois, des choses et de ce texte de Rougier, tout ce par quoi, tout l'ensemble des propositions par lesquelles il essaie de montrer que le processus économique ne peut pas être dissocié d'un ensemble institutionnel, d'un ensemble juridique, qui n'en est pas simplement l'effet, qui n'en est pas simplement l'expression plus ou moins différée ou plus ou moins ajustée, et qui fait corps véritablement avec lui à l'intérieur d'un système économique, c'est-à-dire en gros d'un ensemble de pratiques économiques réglées. Un autre aspect important pour Michel Foucault de ce texte de Louis Rougier, c'est l'implication que ces divers capitalismes dépendent du système économico-institutionnel. Le but n'est pas alors de protéger le capitalisme, mais d'en inventer un nouveau. Et ces innovations ne peuvent avoir lieu que dans le cadre juridique, puisque le marché doit rester ce lieu de véridiction, ce lieu de régulation économique, et par conséquent le principe de la régulation sociale. Par conséquent, aucun interventionnisme économique, ou le minimum d'interventionnisme économique et le maximum d'interventionnisme juridique. Cette innovation, c'est celle de l'état de droit, qui se définit dans l'opposition à la fois au despotisme et à l'état de police.
L'état de droit, c'est pour simplifier un état qui fait que la puissance publique ne peut agir que dans le cadre de la loi, qui va la limiter et l'encadrer par avance. Ce n'est plus le souverain, comme en despotisme, ou les autorités, comme dans l'état de police, qui sont seuls détenteurs de l'autorité sans cadre juridique précis délimitant leurs actions. L'état de droit permet aux citoyens d'avoir des recours face à la puissance publique. Et pour Michel Foucault, c'est à partir de là que les libéraux vont essayer de définir ce qui serait la manière de rénover le capitalisme. Et cette manière de rénover le capitalisme, ça serait d'introduire les principes généraux de l'état de droit dans la législation économique. l'état de droit dans la législation économique, cela veut dire que les interventions légales ne peuvent que prendre la forme de principes formels, c'est-à-dire que ce doit être l'inverse d'un plan, le contraire de la planification. Les interventions légales ne peuvent être vues comme une finalité. C'est-à-dire que l'état de droit, selon Michel Foucault, aura la possibilité de formuler un certain nombre de mesures de caractère général, mais qui devront rester entièrement formelles, c'est-à-dire qu'elles ne devront jamais se proposer une fin particulière. Ce n'est pas à l'État de dire il faut que l'écart des revenus baisse. Ce n'est pas à l'État de dire je voudrais que tel type de consommation augmente. Une loi dans l'ordre économique doit rester proprement formelle, c'est-à-dire elle doit dire aux gens ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Elle ne doit pas être inscrite à l'intérieur d'un choix économique global. d'une certaine manière, dans ce cadre-là, l'État doit être aveugle au processus économique. Il ne doit pas surplomber d'en haut l'ensemble du processus économique comme le ferait un État planificateur. En bref, l'économie pour l'État comme pour l'individu doit être un jeu, c'est-à-dire un ensemble d'activités ayant des règles qui doivent être déterminées par l'institution juridique et dont aucun joueur ne peut en connaître l'issue. C'est ce que les libéraux anglais ont appelé « the rule of law ». On a donc d'après Rougier, premièrement, qu'il n'existe pas un seul capitalisme avec sa logique, mais bien des capitalismes économico-institutionnels et économico-juridiques. Deuxièmement, il est alors possible d'inventer un autre capitalisme, différent des précédents, avec une réorganisation du cadre institutionnel en fonction du principe de l'état de droit. Et troisièmement, il y a une croissance de la demande judiciaire, car dans cette société libérale, où le vrai sujet économique c'est l'entreprise, plus la loi va laisser de liberté de développer des actions économiques multiples et diverses, plus les occasions de conflits et de litiges vont se multiplier. Et cette augmentation du nombre de litiges va devoir s'arbitrer par un interventionnisme judiciaire dans le cadre des règles du jeu. Problème de savoir, et ça, alors c'est une question, si vous voulez, de gestion et d'organisation, c'est une question d'organisation, savoir si ces arbitrages devront effectivement s'inscrire à l'intérieur d'institutions judiciaires préexistantes ou s'il va falloir au contraire en créer d'autres, c'est ça tout l'ensemble, enfin, c'est un des problèmes fondamentaux qui se posent dans ces sociétés libérales où le judiciaire, où les instances, les nécessités d'arbitrage se multiplient, les solutions sont différentes dans un pays ou dans l'autre. J'essaierai de vous en parler la prochaine fois à propos de la France et des problèmes qui sont posés dans l'institution judiciaire française actuelle, problème du syndicat de la magistrature, etc. D'une certaine façon, plus les interventions gouvernementales de la puissance publique se formalisent, et plus la justice tend à devenir et doit devenir un service public omniprésent. Pour Michel Foucault, il apparaît à ce moment un nouvel art de gouverner libéral, avec une économie de marché concurrentielle accompagnée d'un interventionnisme social qui implique une rénovation institutionnelle autour de la notion d'entreprise comme agent économique fondamental. Dans ce podcast, je vous ai résumé les sessions 6 et 7 de Naissance de la biopolitique. Ce qu'il faut retenir, c'est que le néolibéralisme est tout à fait autre chose que le libéralisme. L'objectif principal du néolibéralisme est la création d'une dynamique concurrentielle des marchés, là où l'objectif des libéraux peut être résumé à l'indépendance des gouvernés par rapport aux gouvernants. Je pense que c'est la manière la plus simple et sans tomber dans la caricature d'exprimer la différence entre ces deux doctrines de pensée. Dans le prochain podcast, on s'intéressera au néolibéralisme en France. C'était PH, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions ou des objections, n'hésitez pas à commenter. De même que si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à le partager et à vous abonner pour ne pas rater la suite. Moi je vous dis à la prochaine, ciao.